I want to thank President Trump personally for his personal commitment and leadership to achieve this breakthrough. He's a tough negotiator, but he is also a deal maker. Ursula, si tu es retenue prisonnière contre ta volonté, cligne 2 fois des yeux. Nous sommes définitivement entrés dans le siècle de l'humiliation pour l'Europe, et ça ne fait que commencer. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à 2018, quand Donald Trump, fraîchement élu pour son premier mandat, lance sa première salve contre l'Europe. Il est alors conscient que les États-Unis connaissent des difficultés économiques, avec un déficit commercial chronique de plus de 900 milliards de dollars chaque année et une dette publique qui semble hors de contrôle. Résultat, une puissance économique autrefois autonome se retrouve dépendante de ses créanciers et vulnérable, y compris sur le plan stratégique et sécuritaire. Or, un empire qui vit à crédit est un empire condamné. On vous expliquait tout ça encore plus en détail dans notre précédente chronique, si le sujet vous intéresse. Et c'est pour toutes ces raisons que Trump, conscient de cette réalité, avait besoin d'une guerre économique afin de retarder le déclin. Mais pour lancer une guerre, il faut désigner des ennemis. Rien de plus facile. Pour le président américain, il s'agit des Chinois et des Européens, largement accusés d'abuser des Américains. Parmi ce qui est reproché à l'Europe, on peut citer notre excédent commercial de biens, évalué à 200 milliards de dollars en 2024, qui draine la richesse américaine. Alors, en réalité, Trump parle de 350 milliards, mais ce chiffre est totalement fantaisiste. Cette mauvaise balance commerciale creuse leur déficit public, affaiblit le dollar et accélère la désindustrialisation. Nos droits de douane, plus élevés sur les importations de produits américains, en moyenne 5 à 10% contre 3% sur les produits européens, ce qui rend ces premiers moins compétitifs. C'est le cas par exemple dans le secteur de l'automobile. En Europe, les tarifs sur les voitures américaines étaient de 10%, contre seulement 2,5% aux États-Unis sur les voitures européennes. Mais Trump considère aussi, de façon grotesque, que l'Union européenne a été créée pour profiter des États-Unis. La preuve, elle bénéficierait de la protection américaine via l'OTAN sans payer convenablement l'addition. Alors que pour mémoire, l'OTAN c'est juste une centrale d'achat pour que l'Union européenne achète des armes américaines. La chronologie des coups de pression de Trump est un vrai thriller géopolitique. Tout commence en mars 2018. Il impose 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium européen, justifié par la sécurité nationale. L'UE riposte mollement avec des droits de douane sur 3 milliards de dollars de produits américains iconiques comme le whisky ou les Harley-Davidson. En juin, Trump menace de taxer à 20% les voitures européennes, mais en juillet, un accord temporaire gèle l'escalade. Sous Biden, c'est la pause. Les droits acier-aluminium sont partiellement suspendus. Mais quand Trump revient en force en 2025, dès le 2 avril, il annonce un plan de libération tarifaire. Un droit de douane de 10% universel sur toutes les importations, plus des surtaxes différenciées allant de 20% pour l'Union européenne à 54% pour la Chine dans un premier temps. L'UE prépare des représailles sur des biens américains, mais Trump surenchérit. Il menace de passer tout à 50% si aucun accord n'est trouvé. On passe donc en quelques mois d'une situation initiale avec des tarifs bas de 3% en moyenne sur les importations européennes à potentiellement 50%, soit une multiplication par 16. À partir de là, il va y avoir 2 types de réactions. Premièrement, la réaction chinoise. Dès le 4 avril, la Chine riposte avec 34% sur les importations américaines et limite ses exportations de terres rares. S'ensuit une guerre tarifaire. Les Américains montent à 145% sur certains biens chinois, tandis que la Chine monte les enchères à 125%. Face à la résistance chinoise, Trump a cédé et depuis le mois de mai, une trêve a été conclue. Les droits américains sur la Chine sont tombés à 30% et la Chine a abaissé les siens à 10%, ce qui satisfait les Américains. Cette réaction, qui consiste grosso modo à ne rien céder au chantage américain, a aussi été adoptée par des pays comme l'Inde ou le Brésil, avec des propos assez salés. और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं. O que não pode é o presidente Trump esquecer que ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos e não foi eleito para ser imperador do mundo. Não é gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Comme on le voit, il est donc parfaitement possible à des grands pays de résister au diktat américain. Bon, après, c'est dommage que les médias n'aient pas eu le temps de vous montrer ces images. Oh, quel dommage, quel dommage. Et deuxièmement, il y a la réaction européenne. Von der Leyen poursuit les négociations jusqu'à aboutir le 27 juillet à un accord asymétrique. C'est-à-dire que les États-Unis taxent à 15% les exportations européennes aux États-Unis et en retour, c'est 0 sur les importations américaines en Europe. Mais ce n'est pas tout.
Le plus spectaculaire est sans doute que l'Union européenne a accepté de gaver l'économie américaine de commandes et d'investissements européens pour satisfaire les Américains. Les chiffres font tourner la tête. L'Europe s'engage à acheter pour 750 milliards de dollars de produits énergétiques américains d'ici 2028. C'est essentiellement du gaz naturel liquéfié, tout pourri là, du pétrole brut et du combustible nucléaire. Et à investir en plus 600 milliards de dollars sur le sol américain sur la même période, soit un total de 1350 milliards de dollars promis aux États-Unis en quelques années. Combien? En euros, ça représente environ 1000 milliards d'euros injectés de force outre-Atlantique. Et c'est pas fini. Ces engagements colossaux incluraient aussi des commandes d'équipements militaires américains par les États européens. Et le tout, on le rappelle, sans aucune contrepartie, si ce n'est de ne pas se faire taper dessus. Et ça a un nom. Le racket. Des vols avec violence ou avec menace. Dans un cas, on a donc une guerre commerciale ouverte entre les Chinois et les Américains, mais qui va impacter davantage les Américains à court terme, puisqu'ils vont souffrir d'une forte inflation. Et puis, dans un deuxième temps, ça va pousser la Chine à rompre davantage ses liens avec le bloc occidental. Dans l'autre cas, on assiste à un racket pur et simple, un acte de soumission totale aux États-Unis, à un tribut impérial, et qui envoie le message suivant: nous, les Européens, on plie docilement face à la menace. Alors que cet accord aurait dû provoquer un tollé en Europe, étrangement, ce n'est pas du tout ce qu'on a pu lire et entendre. Von der Leyen, très fière d'elle, l'a présenté comme un accord salvateur et équilibré, voire comme une victoire pour l'Europe unie. Today's deal creates certainty in uncertain times. It delivers stability and predictability for citizens and businesses on both sides of the Atlantic. Alors gros spoil pour les entreprises, on va vous tondre, c'est prévisible et ça va vraiment durer. We will also increase our energy cooperation. Purchases of US energy products will diversify our sources of supply and contribute to Europe's energy security. We will replace Russian gas and oil by significant purchases of US LNG oil and nuclear fuels. Et oui, c'est génial parce qu'avant, on achetait aux Russes, on était sujet à un chantage russe, et maintenant on achète aux Américains et donc on prend les sujets à un chantage américain. C'est super! C'est ça la souveraineté européenne. US AI chips will help power our AI gigafactories and help the US to maintain their technology edge. Et oui, le but de l'UE, c'est d'aider les États-Unis à maintenir leur avantage technologique. C'est pas que nous, par exemple, on essaye d'avoir une avance technologique, ça c'est fini. We will give better access for American products to our market. This will benefit European consumers and make our businesses more competitive. Et oui, c'est génial parce que du coup, le prix des produits américains qui viennent en Europe, ils sont moins chers et du coup, les produits européens, ils sont plus compétitifs. We're taking bold action to make Europe more competitive, more innovative and more dynamic. Oui, c'est sûr que c'est drôlement audacieux de devenir plus compétitif en rendant les produits étrangers moins chers chez nous. And I want to thank our member states for their trust and their commitment. Our unity is our strength at home and abroad. We will continue to work hard for the benefit of all Europeans. Non, mais là j'arrête, moi je peux plus à ce niveau, c'est pas possible. I want to thank President Trump personally for his personal commitment and leadership to achieve this breakthrough. He's a tough negotiator, but he is also a deal maker. Ursula, si tu es retenue prisonnière contre ta volonté, cligne 2 fois des yeux. Et 70 ans qu'on nous vend l'Europe comme un moyen de peser face aux États-Unis. Et au final, on a ça comme accord. Mais on doit attendre encore combien de siècles ou de millénaires pour que ça marche leur truc. Référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, sur l'appartenance à l'euro et sur l'appartenance à l'OTAN. Les choix stratégiques qu'on a volés au peuple français en 2005, comme vous le savez, avec le référendum, pour les plus jeunes, ils ne savent pas, mais le peuple avait voté sous Chirac contre le traité que Sarkozy ferait adopter via son secrétaire d'État aux Affaires européennes, Jean-Pierre Jouyet, qui est celui qui a fait promouvoir Emmanuel Macron derrière. Vous voyez, il en même temps vient de là. Il y a des sources qui les fait promouvoir quoi que ce soit? Crépuscule. Pardon, je suis un peu autoréférentiel, mais ça simplifie. Et on se retrouve donc dans cette situation où, enfin, on sait si on reste, à quelles conditions, et ça nous permet d'établir tout de suite le rapport de force avec les autres, vous voyez, et de décider sur la politique monétaire. Et on prépare la sortie de l'euro, entre-temps. On prépare les contrôles de capitaux, on prépare avec la dette la question d'éventuels haircuts, c'est-à-dire en fait de réduction de la dette qu'on considérera légitime ou non.